Véronique Andrieux, bonjour. Bonjour. Alors, si vous aviez le pouvoir immense de ressusciter une espèce ou un animal en particulier, ce serait lequel exactement? Eh bien, on le fait déjà avec le lynx depuis les années 80 pour réintroduire le lynx en France. Et donc, ça marche. On en a 100, 150. Bien sûr, il faut aller plus loin, faire plus. Mais en tout cas, quand on protège, ça marche. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui. Avec nous Véronique Andrieux, patronne du Fonds mondial pour la nature en France, qu'on connaît sous ces trois lettres WWF, associé à une tête de panda très, très reconnaissable qu'on voit très souvent. Vous êtes en direct d'une chambre d'hôtel, je crois, à Marseille, où se déroule en ce moment le congrès mondial auquel vous participez. Vous êtes à ce poste depuis un peu plus de 2 ans, Véronique Andrieux. Pourquoi vous à ce poste? Pourquoi vous personnellement? Comment ça s'est passé? Bon, ça fait peut-être plus de 20 ans que je travaille dans ce qu'on appelle développement durable, donc auprès des communautés locales, pour faire en sorte en fait que leurs droits et leurs besoins les plus importants soient assurés. Et ce que j'ai pu constater, que ce soit en Amérique latine ou au Sahel, c'est que la nature, la biodiversité est vraiment le filet de sécurité le plus important pour la santé et pour les moyens de vie et pour l'identité culturelle en fait de ces communautés. Est-ce que je crois que vous étiez avant à la tête d'Action contre la faim, donc c'est vraiment c'est un enfin c'est une vie professionnelle que vous avez dédiée à toutes ces causes. Le déclic, il date de quand? Il date de l'enfance? Il date de vos études? Est-ce que vous pouvez remonter vraiment quelques années en arrière? Oui, je suis d'origine péruvienne par ma mère et française. Euh, et donc, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps au Pérou quand j'étais petite et puis plus jeune. Et puis dans ma vie professionnelle aussi. Très vite, j'ai eu aussi la curiosité de l'Afrique. J'ai passé du temps au Congo-Brazzaville, au Tchad. Pour moi, ce sont des réalités où la notion de justice sociale était vraiment au cœur de sens de ma vie, en fait. Et donc, j'ai eu cet énorme privilège de pouvoir dédier ma vie professionnelle à ce qui, pour moi, fait sens et me fait lever tous les matins. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de justice sociale sans parler nature, biodiversité, climat, puisqu'on le sait très bien, l'empreinte, en fait, écologique des communautés que j'ai eu la chance d'accompagner dans tous ces pays-là est toute petite par rapport à la nôtre ou par rapport à celle d'autres pays soi-disant développés. Voilà. Donc, il y a beaucoup à faire pour réduire les inégalités climatiques et les inégalités face à la vulnérabilité nature. Vous avez dit tout à l'heure, Véronique Andrieux, la biodiversité, protéger les animaux, protéger la nature, c'est une question de culture selon les pays. Donc, le fond, il est présent dans quasiment dans tous les pays du monde. Qu'est-ce que vous observez justement en fonction des cultures des différents pays? Les sensibilités sont parfois peut-être à un certain endroit, parfois à un autre. Qu'est-ce que vous observez à ce sujet? En fait, c'est la connexion avec la nature qui fait la différence. Nous, parfois, on est peut-être devenu trop urbain ou la culture occidentale, je ne sais pas. Bon, là, je suis entourée en fait de biologistes, donc heureusement, on n'a pas tout perdu. Mais c'est vrai s'est un peu éloigné. On a créé cette différence un peu artificielle entre culture et nature, alors que dans tous ces pays-là, vraiment, c'est intrinsèquement lié. Euh, euh, les montagnes, par exemple, en Amérique latine, dans la Sierra, enfin les hautes montagnes, les montagnes sont des esprits. Ils ont il y a une cosmovision où la nature fait une partie intrinsèque en fait de son âme, de qui on est, et donc ça change vraiment la relation, la connexion au vivant. Et c'est, je pense, cette vision du monde qu'il faudrait arriver à retrouver chez nous davantage et à la remettre davantage au centre de nos activités. Et les pays où on peut puiser une inspiration, les pays qui ont cette sensibilité que vous décrivez, cette espèce d'osmose que vous venez de décrire, ils sont où? Les pays parfaits, même si la perfection n'existe pas, mais où on peut puiser de l'inspiration à ces sujets-là, vous les situez où?
Oh, mais c'est partout, hein. Moi, je n'ai pas tout parcouru, loin de là, Dieu sait. Mais si je reprends les exemples tout à l'heure, si on prend la Colombie, l'Équateur, le Pérou, par exemple, c'est les pays andins, mais ça existe bien sûr en Amazonie brésilienne, ça existe partout aussi en Afrique, en Asie. Mais c'est vraiment des traditions millénaires. C'est aussi des communautés locales, des populations autochtones, très souvent, qui sont, comme on dit, sur le front line en fait, de la défense de la nature. Ce sont des personnes extrêmement courageuses aussi qui défendent le vivant, la nature, qui sont le premier rempart face aux pressions de déforestation ou de destruction d'écosystèmes. Hein. Donc voilà, il y a vraiment des mobilisations en termes de communauté. C'est ce qu'on appelle grassroots, hein, très communautaire, hein, ou aussi au niveau d'organisations de la société civile qui ont beaucoup d'expérience et qui sont les mieux implantés dans ces zones-là. Par exemple, si on prend les forêts primaires, on en a perdu la moitié en 60 ans. Celles qui restent aujourd'hui, majoritairement, elles sont tenues par des populations autochtones. Cette année, justement, donc le fonds mondial pour la nature fête ses 60 ans. Vous venez de le dire, enfin, c'était un lapsus, mais vous venez de le dire. Si on veut, en 60 ans, qu'est-ce qui a changé dans les enjeux, dans les priorités du fonds, justement? Comment les choses évoluent, comment les choses bougent? Bon, si je prends effectivement l'agenda environnemental, hein, sur ces derniers 50-60 ans, il a fortement évolué. Aujourd'hui, on sent que protéger ne suffit plus. On parle de protéger et de restaurer, déjà sur la partie protection. Et en plus, tant qu'on n'a pas agi sur les causes structurelles, les racines en fait de destruction de la nature, en fait, c'est comme si avec une petite cuillère à café, on essayait de réparer ce qu'avec une pelle mécanique, on détruisait de l'autre. Donc, il faut vraiment agir, hein, sur ce qu'on appelle les drivers ou les moteurs de perte de biodiversité. Et ça, c'est essentiellement l'agro-industrie avec un modèle agricole vraiment shooté aux intrants chimiques, pesticides et autres. C'est bien sûr les industries extractives, tout ce qui est méga projet d'infrastructure. Tout ça, c'est extrêmement, il faut faire extrêmement attention de voir en quoi et comment ça peut être déjà transformé de manière très profonde pour l'agriculture ou l'élevage et dans d'autres cas rendu compatible en fait avec les seuils écologiques des écosystèmes. Véronique Andrieux, vous travaillez beaucoup, vous parlez beaucoup avec les entreprises et en ce moment, enfin depuis déjà quelques années, il y a un type de langage très à la mode dans le monde de l'entreprise, c'est la raison d'être. Est-ce que vous, justement, vous ne leur offrez pas cette raison d'être sur un plateau? Est-ce que c'est pas votre fonction, finalement, quand vous discutez avec ces entreprises qui ont un pouvoir immense vis-à-vis des causes que vous représentez? Bon, alors, au WWF, notre mission, elle se décline en trois pieds. Le premier, c'est alerter. Et on produit un rapport tous les 2 ans qui s'appelle Rapport Planète Vivante et qui donne un peu un indicateur, l'indicateur Planète Vivante, qui donne l'état de la nature. Le deuxième élément, c'est protéger. Donc, nous, on a des projets terrain de conservation, de restauration, voilà. Et le troisième, c'est transformer. Et c'est là où, pour nous, on ne transformera pas les verrous systémiques, hein, du modèle économique tant qu'on n'aura pas abordé la question avec les entreprises. Là, par exemple, on est à Marseille, on négocie, le prochain accord, il y aura une COP 15 avec la Convention de diversité biologique à Kunming en Chine cette année aussi. C'est une année très importante qui va définir l'agenda pour les prochains 10 ans en matière de nature. Mais pour la mettre en œuvre, la déclinaison opérationnelle de cet agenda, il passera par des acteurs du type entreprises, villes, des secteurs financiers, des tas d'acteurs. Donc, on a besoin des entreprises qui sont au carrefour des salariés, des fournisseurs, des investisseurs, des consommateurs, pour pouvoir faire évoluer les choses. Une entreprise, au quotidien, elle prend des décisions de recherche et développement, des décisions de chaîne d'approvisionnement, et ça, c'est majeur en termes d'impact. Alors, aujourd'hui, il y a une approche par les risques. Il faut aussi avoir une approche par la réduction des impacts sur la nature. Donc, en fait, on les challenge, on a ce rôle de vraiment d'être un peu très exigeant pour nous assurer de l'intégrité environnementale et de la robustesse scientifique en fait, des objectifs et des trajectoires qu'elles se donnent.
Et l'exigence dont vous parlez, Véronique Andrieux, justement, le RSE, toutes ces thématiques-là, c'est en ce moment que ça se passe, on ne parle que de ça. Donc pour vous, j'imagine que pour pouvoir dialoguer et pour mettre en avant certaines priorités, ben c'est le... Pardon, mais c'est le moment où, peut-être pas ou jamais, mais en tout cas, c'est un moment crucial, quoi. Alors, pour le climat, ça a avancé, voilà, c'est complètement compris. Je ne pense pas qu'il y ait un PDG ou un membre de COMEX aujourd'hui qui n'ait pas capté que bon, c'est la stratégie, ça doit intégrer le climat. Mais par contre, sur la partie biodiversité, malheureusement, c'est émergent. Ça débute, mais vraiment doucement, parce que c'est plus complexe à appréhender. Il y a des questions d'eau, de sol, d'océan, de biodiversité, voilà, d'intégrité d'écosystèmes. C'est plus complexe, clairement. Les métriques ne sont pas totalement définies. Les outils ne sont pas totalement aboutis. Ils sont en phase de test pour certains. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on explique d'abord que l'agenda climat et biodiversité, ils sont intrinsèquement liés. Et donc, il est absolument impératif d'intégrer dans les outils de gestion, dans la stratégie d'entreprise, des objectifs biodiversité avec des outils comme Science Based Target Network. Donc, c'est des objectifs vraiment basés sur des données scientifiques pour définir une valeur référentielle, un objectif et puis une trajectoire. Mais Véronique Andrieux, chez WWF, on parle aussi de raison d'être. Vous êtes pas une entreprise, mais vous êtes un organisme, vous recrutez des gens. Les profils que vous recrutez, c'est quel genre de profil? Et surtout, j'imagine que ces profils que vous recrutez, ils ont tous cet intérêt commun de l'impact et de changer le monde. J'imagine qu'ils ont tous plus ou moins cette même envie, quoi. Oui, j'ai une grande chance. On a une équipe en or, vraiment, une équipe extrêmement motivée, qui reste positive, parce que bien sûr, rapport après rapport, hein, il y a de quoi voilà, se démoraliser. On reste extrêmement pugnace, extrêmement, voilà, on monte au créneau, on lâche rien, et on se serre les coudes et on travaille ensemble. Et je pense qu'en tout cas, qu'on obtient voilà, des résultats. Vous parliez tout à l'heure des entreprises. Eh bien, voilà, on arrive avec du coup certaines entreprises qui sont en tête de leur filière ou de leurs industries respectives à les faire prendre des engagements sur des politiques zéro déforestation, à prendre des engagements pour éviter et réduire leur empreinte, d'augmenter en fait leurs investissements sur des actions positives pour la nature et de réduire justement ceux qui sont néfastes pour l'environnement, etc. Donc, voilà, il y a des actions importantes. On travaille aussi sur les questions réglementaires parce que, bien sûr, le volontaire, c'est une chose. Certains sont en train d'ouvrir le chemin avec courage, mais d'autres, eh bien, malheureusement, ils ne bougeront pas tout seuls. Et donc, il y a besoin d'une réglementation aussi en place qui soit à la hauteur des enjeux. Et dernière question, Véronique Andrieux, est-ce que la crise sanitaire que nous traversons, enfin, je sais pas, on ne peut pas dire qu'elle soit encore terminée, mais est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur l'activité du fonds? Si oui, lequel, quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire de votre côté? Plusieurs choses. Déjà, c'était difficile comme pour tout le monde, hein, parce que voilà, on a dû s'enfermer chez soi. Bref, ça manquait un peu d'humain et de lien. On essaye doucement de reprendre tout ça et voilà, on espère que ça ira mieux. Mais du coup, ça a retardé certaines activités terrain, bien sûr, parce que voilà, à cause des confinements partout dans le monde. Et puis, surtout pour nous, on a profité, enfin, on a essayé d'expliquer que la reprise ne pouvait pas se faire comme avant la pandémie. Pour nous, cette pandémie, si elle a un seul, même petit, mais minuscule point qu'on pourrait mettre en avant, c'est qu'elle a peut-être facilité une meilleure compréhension du grand public et des entreprises, des décideurs, sur le lien entre les zoonoses, les pandémies, et la destruction du vivant. La déforestation, voilà, ça expose les hommes, le bétail, et à du coup des zoonoses et qui peuvent devenir des pandémies. Donc ça, peut-être que ça a pu éveiller certaines consciences. On est peut-être en train de préparer la pandémie de demain si on n'adresse pas en fait justement ces causes structurelles de perte du vivant. Et donc pour nous, le plan de relance, le plan France 2030, la prochaine loi des finances, on cherche à
à s'assurer qu'il n'y ait pas de subventions dommageables pour la nature, par exemple, pour s'assurer qu'on arrête de financer ce qui détruit le vivant et qu'en parallèle, on investit davantage sur des solutions fondées sur la nature pour régler les questions climat, tant atténuation que adaptation. Merci infiniment, Véronique Andrieux, patronne en France donc, du Fonds mondial pour la nature, qui est en ce moment à Marseille dans une chambre d'hôtel pour la convention annuelle mondiale. Hein, c'est ça Oui, de l'UICN. exactement du Fonds. Donc merci infiniment d'avoir pris le temps de me répondre pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente rentrée et donc je vous dis Merci. à très bientôt. À bientôt. Merci.